Derrière les portes sculptées de roses de Topkapi, la beauté masquait la brutalité. Ici, sous les plafonds voûtés et les soies brodées, le palais secret du sultan fonctionnait comme une silencieuse machine à tourment. Des garçons, arrachés à de lointains villages chrétiens, défilaient dans les salles de marbre non pas comme des invités mais comme des offrandes. Certains étaient battus jusqu'à ce que leur peau se fende et que leur volonté se brise. D'autres, plus chanceux, étaient castrés et transformés en ombres sans voix qui gardaient les concubines du sultan. Dans des chambres verrouillées, les héritiers royaux étaient enfermés comme des oiseaux, isolés pendant des décennies, rendus fous par le silence. Et dans de rares moments de plaisir ou de rage, un caprice du sultan pouvait mettre fin à la vie d'un garçon en quelques secondes. Ce n'est pas un récit de gloire. C'est une chronique du pouvoir, du silence et des horreurs commises en son nom. Tout a commencé par un coup, un martèlement sourd et délibéré sur des portes en bois qui résonnaient dans les vallées de pierre des Balkans comme un tambour funèbre. Les agents ottomanes arrivaient avec des parchemins et des gardes, parlant avec des ordres plutôt que des requêtes, leur mission voilée de formalités bureaucratiques, mais imbibée de peur. C'était le devshirm, l'impôt du sang, une saisie institutionnalisée de garçons chrétiens pour servir le sultan, sanctifié par l'Empire et imposé par le fer. Il venait par cycles, souvent en hiver, lorsque la résistance était plus difficile et que la faim dans les villages était plus grande. Les mères hurlaient et s'agrippaient à leurs fils, certaines les cachant dans des puits ou les envoyant dans les forêts, mais les fonctionnaires savaient où chercher. Les pères qui résistaient se faisaient briser la mâchoire ou briser le cou. Des villages entiers étaient mis à l'amende ou incendiés pour insoumission. Une fois sélectionnés, les garçons, dont certains savaient à peine parler, défilaient devant des juges qui inspectaient leurs dents, leur taille et leur physique, choisissant les plus prometteurs comme lors d'une vente de bétail. Ils étaient ensuite liés en caravane, dépouillés de leurs effets personnels et interdits de parler leur langue maternelle. Les noms étaient effacés, les cheveux tondus et les croix arrachées du cou. Pour l'État, ils étaient désormais des kuls, des esclaves du sultan, non pas dans les chaînes, mais dans l'identité. Pas de procès, pas de rite, pas de dernière étreinte. Le voyage vers Istanbul était long et cruel. Beaucoup marchaient pieds nus dans la neige ou sur des plaines brûlées, flanqués d'hommes armés qui offraient des coups au lieu de l'eau. Certains mouraient en route et étaient enterrés sans stèle. À leur arrivée, ils étaient conduits à travers d'immenses portes de palais, passant devant des fontaines et des dômes qui scintillaient comme des illusions. Ils ne reverraient plus jamais ces merveilles. Ils ne seraient pas des invités mais des instruments, des pages blanches à remplir, des outils à forger. Le palais les absorbait sans cérémonie. Ils étaient numérotés, classés et fichés. L'État enregistrait leur arrivée, mais jamais leur passé. Aucun lieu de naissance n'était mentionné, aucun nom de famille n'était conservé. Ils étaient désormais les pupilles d'un empire qui ne voyait en eux que l'utilité, l'obéissance, la force et le silence. La transformation commençait immédiatement. Les exercices de langue remplaçaient les berceuses. Les prières quotidiennes remplaçaient le jeu. Ils apprenaient à marcher en rythme, à s'incliner sans contact visuel, à obéir sans poser de questions. Ce n'était pas simplement un endoctrinement culturel, c'était une conquête psychologique. Les plus âgés pleuraient la nuit, blottis dans des casernes de pierre, leur souffle formant de la buée dans l'air, tandis qu'ils chuchotaient des prières interdites dans leur couverture. Certains se mordaient les mains pour rester silencieux. D'autres tentaient de s'enfuir et étaient attrapés, battus en public, puis transformés en exemple. Le message était simple: oubliez qui vous étiez. Vous ne vous appartenez plus. Vous êtes à lui. Et le palais? Il ne pleurait pas. Il ne réconfortait pas. Il consumait. Derrière ses portes dorées, la cour du sultan s'engraissait d'opulence tandis que ses fondations reposaient sur les os d'enfants qui avaient autrefois un nom, mais qui n'en avaient plus. Une fois dans le ventre du palais, les garçons n'entraient pas dans un sanctuaire, mais dans un lieu de déconstruction où l'identité était retirée couche par couche jusqu'à ce qu'il ne reste que la soumission. Le premier rituel était simple mais brutal, le changement de nom. Leurs noms chrétiens, prononcés par leur mère dans des berceuses et gravés sur les icônes de village, étaient jetés comme des haillons. À leur place venaient des noms turcs ou arabes, propres, précis, étrangers. Un garçon nommé Petar devenait Mustapha. Un autre, appelé André, était désormais Youssouf. Il n'y avait pas de cérémonie, seulement de la correction. Prononcez votre ancien nom, et un jonc s'abattait sur votre dos. Écrivez-le, et vos mains étaient battues jusqu'au sang. La langue suivait. Leur langue maternelle était déclarée sale et interdite. Par les Serbes, Grecs ou Albanais,
C'était risquer des coups de fouet ou des jours sans nourriture. Le silence était plus sûr que le souvenir. On leur inculquait le turc ottoman, les prières arabes et le Coran, non pas comme des élèves, mais comme des captifs. Les leçons étaient interminables et imposées avec cruauté. Un verset mal prononcé valait un coup. Une hésitation entraînait une baguette de bois sur les cuisses. Certains instructeurs souriaient en frappant, croyant façonner des âmes pour le paradis. Mais les garçons apprenaient seulement que l'obéissance était la seule forme de sécurité qui leur restait. Les baptêmes étaient effacés par des ablutions forcées, des immersions et des incantations chuchotées. « Vous êtes purs maintenant ?» leur disait-on, comme si leur ancienne foi avait été une souillure. Pour beaucoup, le conflit intérieur était pire que les ecchymoses. Ils murmuraient des prières islamiques tout en serrant des croix invisibles dans leur sommeil. La nuit, certains pleuraient en silence, récitant le Notre Père sous leur couverture comme un ultime défi. Ceux qui étaient surpris étaient punis non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Placés à l'isolement, affamés, contraints de mémoriser des versets coraniques pendant des heures jusqu'à ce que leur esprit s'embrouille. On leur disait que c'était de la miséricorde. Certains craquaient rapidement, désireux de plaire pour un moment de louange ou de répit. D'autres résistaient plus longtemps et étaient étiquetés comme défectueux. Les défectueux étaient écartés. Si un garçon ne parvenait pas à apprendre, à se conformer, à plier, il était renvoyé non pas à sa famille, mais au quai, aux étables ou aux champs, où il travaillerait jusqu'à la mort sans nom, sans rang, sans avenir. Ceux qui passaient l'épreuve de la douleur s'enfonçaient plus profondément au cœur du palais. Ils commençaient à se dépouiller volontairement de leur ancienne identité, cherchant non pas le salut, mais la survie. Des fraternités se formaient, non par affection, mais par souffrance partagée. Les garçons apprenaient à s'agenouiller devant des hommes qu'ils auraient autrefois craints, à sourire quand on leur faisait mal, à dire « merci » après une punition. Ils devinrent des experts en mimétisme, masquant la douleur par l'obéissance, la loyauté par la nécessité. Avec le temps, les souvenirs de la maison s'estompaient, non par guérison mais par épuisement. L'effacement opérait. Et le palais, toujours affamé, continuait son silencieux festin d'âme, remodelant les garçons en serviteurs non de Dieu, mais du pouvoir, aiguisés non par l'amour, mais par la peur. Ceux qui survivaient au premier creuset et montraient des signes de perfection physique, d'intelligence vive ou de calme imperturbable étaient triés sur le volet et conduits dans le sanctuaire le plus intime du contrôle ottoman, l'Enderun, l'école du palais. Ici, sous des plafonds en dôme et des couloirs aux mosaïques, l'institution la plus convoitée de l'Empire se masquait sous les traits d'un lieu de raffinement. Mais ce n'était pas une éducation que les garçons recevaient, c'était un recalibrage. On ne leur apprenait pas à penser, mais à ne pas penser. La routine quotidienne était rigide et punitive. L'appel du matin ne signalait pas la prière, mais la posture. Chaque garçon devait se lever, se baigner dans l'eau glacée, s'habiller en silence et se présenter en formation parfaite. Un bouton de travers, un mouvement tardif ou un regard fuyant pouvaient entraîner une punition si sévère qu'elle laissait des cicatrices permanentes. Les repas étaient rationnés et toujours tout juste suffisants, assez pour vivre, jamais pour prospérer. La faim aiguisait la concentration, leur disait-on. Chaque aspect de leur vie était calculé pour défaire le garçon et construire l'instrument. Les châtiments corporels étaient formalisés. Ce n'étaient pas des accès de rage spontanés, mais des rituels, menés avec méthode et cérémonie. Pour désobéissance ou médiocrité, un garçon était déshabillé, maintenu par ses pairs et frappé avec une baguette ou un fouet en cuir. Le décompte atteignait souvent 100 coups. La victime devait ensuite embrasser la baguette et prononcer la phrase « Que la main de mon Seigneur soit forte ». Les larmes étaient découragées, les cris étaient ignorés, l'orgueil était fatal. Accepter la punition avec gratitude était considéré comme une vertu. Ceux qui excellaient sur le plan académique n'étaient pas épargnés. Une brillante récitation des Écritures pouvait être suivie d'une gifle, simplement pour rappeler au garçon à qui il appartenait. L'humiliation était considérée comme un outil pour l'humilité. Les maîtres, souvent d'anciens diplômés de cette même école, portaient des robes de soie et des visages sans émotion. Leur cruauté était chirurgicale. Ils savaient quand priver d'eau, quand forcer des nuits blanches, quand isoler un garçon juste assez longtemps pour le briser, puis le réintégrer pour le garder docile. Il n'y avait pas d'amis à l'Enderun, seulement des rivaux, chacun priant en silence pour ne pas être celui choisi pour la punition du jour. La confiance était dangereuse, la bonté, rare. Chaque leçon était imprégnée de domination. Même les arts, calligraphie, musique, philosophie, n'étaient pas enseignés pour l'enrichissement, mais pour la propagande impériale.
Un beau trait de plume n'était loué que s'il plaisait au sultan. Une fausse note dans une mélodie de cour était traitée comme une trahison. La guerre psychologique prospérait en silence. On obligeait les garçons à louer leurs tortionnaires, à rivaliser pour leur affection et à intérioriser leur insignifiance. L'individualité était remplacée par la soumission. Même les rêves devenaient réglementés. Toute conversation sur la maison, le passé, la nostalgie était rapidement corrigée par la solitude ou la faim. Et pourtant, au milieu de tout cela, les garçons apprenaient, non dans la liberté, mais dans la peur. Ils devinrent experts en obéissance, experts en auto-effacement, maîtres de l'art de paraître calmes tout en mourant à l'intérieur. Le palais appelait cela un succès. Il les appelait loyaux. Mais ce qu'il avait vraiment fait, c'était extirper tout ce qui était humain et le remplacer par un vide poli. Parmi les sélections les plus obsédantes du palais se trouvait celle sans retour, le choix des garçons pour la castration. Il n'y avait ni avertissement, ni cérémonie, juste un geste soudain d'un surveillant silencieux, et un enfant était emmené, ignorant que son corps et son avenir allaient être mutilés au-delà de toute reconnaissance. Les élus étaient généralement jeunes, avec des traits délicats et des comportements soumis, des caractéristiques que la cour jugeait idéales pour le service du harem. Parfois, c'étaient des captifs d'Afrique subsaharienne, vendus dans les réseaux d'esclavage de l'Empire. D'autres fois, c'étaient des garçons des Balkans qui s'étaient montrés d'une obéissance sans faille. L'opération elle-même était brutale et atroce. Dans des arrière-salles sales ou des infirmeries de fortune, les couteaux rencontraient la chair dans des rituels de douleur déguisés en nécessité. Certaines procédures impliquaient une ablation totale, organes génitaux et tout le reste, d'autres seulement les testicules, mais toutes deux provoquaient une douleur atroce et un taux de mortalité alarmant. De nombreux garçons mouraient d'hémorragie ou succombaient à l'infection dans les jours qui suivaient, leurs cris étouffés par des murs épais et des mains indifférentes. Ceux qui survivaient n'étaient plus jamais les mêmes. Leur corps s'affaiblissait, leur voix s'amincissait et leurs yeux s'emplissaient d'un vide qu'aucune prière ne pouvait combler. Ils étaient renommés une fois de plus, non pas comme pages ou étudiants, mais comme Hadoum, les eunuques, gardiens littéraux du monde intérieur du sultan. Ils étaient marqués par leur statut et leur... Les eunuques noirs, généralement castrés enfants en Afrique de l'Est, étaient affectés au harem lui-même, chargés de garder les épouses, les concubines et les enfants du sultan. Leur proximité avec les espaces féminins leur conférait un immense pouvoir, bien que chacun de leurs souffles fût réglementé. Les eunuques blancs, souvent d'origine européenne, étaient généralement postés dans le palais extérieur, chargés de tâches administratives, de surveillance ou de portage de messages. Quel que soit leur rôle, le message était clair. Leur fonction les définissait. Ils n'étaient ni des hommes ni des garçons. Ils étaient le silence fait chair. Dépouillés de leur lignée, de leurs possibilités et de leurs plaisirs, ils devenaient des symboles de la discipline impériale, stériles, vigilants et obéissants. Leur chambre était spartiate, leur routine précise et leur avenir inexistant. Le mariage était interdit, la paternité impossible. Ils vivaient et mouraient entre les murs du palais, enterrés dans des cimetières d'eunuques à l'extérieur de la ville, leurs pierres tombales portant souvent non pas des noms, mais des titres de service. Pour survivre, ils maîtrisaient l'invisibilité. L'émotion était un risque, le souvenir une menace. Certains accédaient au pouvoir, gérant la politique interne de la cour avec ruse et grâce. Le chef des eunuques noirs, ou Kuzlar Aasu, exerçait une immense influence, même sur la succession et la politique. Mais le pouvoir n'était pas synonyme de liberté. Même lui restait une propriété. La castration n'était pas seulement physique, elle était existentielle. Elle fendait l'âme autant que la chair. Marcher dans les couloirs en tant qu'eunuque, c'était être une contradiction vivante, indispensable et pourtant jetable, présent et pourtant effacé. Le palais ne pleurait pas leur douleur. Il l'exigeait. Et l'Empire bâtissait son héritage sur le dos de garçons qui ne pouvaient plus devenir des hommes. Pour l'étranger, le harem du sultan était une cage de beauté ornée de joyaux, des plafonds en dôme peints à la feuille d'or, des coussins de soie entassés dans des coins ombragés, l'air épais d'eau de rose et de secret, mais derrière cette façade se cachait un monde gouverné non par le désir, mais par la surveillance, la paranoïa et une discipline si absolue qu'elle confinait à la cruauté. Les eunuques, pour la plupart noirs et de haut rang, se tenaient comme des statues à chaque arche, leur silence aussi suffocant que leur regard. Ils étaient les arbitres de l'accès et de la punition, transportant des messages entre les concubines et le sultan, gérant les rivalités et écrasant la désobéissance avant qu'elle ne fasse surface. Rien ne bougeait à leur insu,
De jeunes garçons, souvent choisis pour leur docilité et leurs traits doux, étaient amenés dans ce sanctuaire intérieur pour servir non pas de compagnons, mais de meubles de chair, portant des plateaux de sucreries, pliant le linge, remplissant les encensoirs, toujours en mouvement, jamais remarqués. On leur apprenait à éviter le contact visuel, à ne parler que lorsqu'on leur adressait la parole, et à anticiper les ordres avec une telle précision que l'hésitation elle-même devenait un délit punissable. Un regard trop long, une main tremblante sous un plateau d'or, une respiration trop forte dans la mauvaise pièce, tout cela pouvait être interprété comme de l'insolence, une menace, une rébellion. Et dans le harem, même le soupçon de rébellion signifiait la douleur. Les punitions étaient rapides et souvent théâtrales. Un garçon accusé d'espionnage pouvait être battu devant les concubines, ses cris absorbés par les murs de marbre, son sang rapidement essuyé du sol marqueté. Un autre pouvait disparaître complètement, réaffecté aux cuisines, aux étables ou à la tombe, selon l'humeur du sultan. La confiance était un mythe. Les femmes, vêtues de soie et de rang, n'étaient pas des victimes passives mais des actrices dans un jeu mortel de faveur et de survie, et les garçons pris dans leur sillage étaient des outils, parfois des confidents, le plus souvent des boucs émissaires. Un murmure d'une concubine jalouse pouvait mettre fin à la vie d'un garçon, et personne ne poserait de questions. Il n'y avait pas de règles, seulement des impressions. Le sultan lui-même était à la fois Dieu et fantôme dans ce royaume, apparaissant sans prévenir, ses désirs absolus et incontestables. S'il remarquait un garçon, cela pouvait signifier un cadeau ou une bastonnade. Si une concubine ne parvenait pas à lui plaire, le garçon qui la servait pouvait être puni à sa place, transformé en exemple pour apaiser les caprices du souverain. Certains garçons tentaient de disparaître dans l'efficacité, se fondant dans les coussins et les couloirs, devenant si parfaits dans leur silence qu'ils semblaient s'évanouir. D'autres étaient moins chanceux, choisis pour l'amusement ou la cruauté, leur sort décidé par les flots changeants du pouvoir palatial. Et pendant tout ce temps, le harem pulsait comme un organe caché de l'Empire, somptueux, secret et totalement impitoyable. Ici, la miséricorde était une faiblesse, et l'innocence n'était pas une protection mais un danger. Le harem ne nourrissait pas, il consumait. Et les garçons qui passaient par ces salles parfumées ne laissaient derrière eux que le silence, leur nom enfoui sous des couches d'encens et de peur. Cachée au plus profond du labyrinthe du palais impérial, se trouvait une chambre non pas d'opulence, mais de confinement exquis, le cafès ou la cage. C'est là que les fils royaux, autrefois bercés comme l'avenir de l'Empire, étaient ensevelis de leur vivant. Au siècle précédent, la succession baignait dans le fratricide. Les frères s'entretuaient pour s'emparer du trône. Pour éviter cette tradition sanglante, les Ottomans créèrent le cafès, une prison dorée où les princes vivaient dans des limes forcées. De l'extérieur, elle paraissait luxueuse, des fenêtres à treillis complexes, filtrant une lumière dorée, des coussins de soie empilés, de la nourriture servie par des serviteurs silencieux. Mais sous ce vernis se cachait une cruauté plus corrosive que l'épée, le silence. Les princes n'avaient pas le droit de recevoir de visiteurs, pas même leur mère. Les conversations étaient surveillées, limitées ou entièrement interdites. Les livres étaient retirés, les instruments bannis, les lettres détruites. Aucune nouvelle du monde extérieur ne leur parvenait. Les jours s'étiraient en années. Certains marquaient le temps en gravant des motifs sur les murs ou en arpentant le même chemin jusqu'à ce que des sillons se forment dans le marbre. D'autres succombaient au délire, chuchotant à des ombres ou récitant le même verset pendant des heures. Le cafs ne brisait pas les corps, il brisait les esprits. Les garçons qui y entraient en tant qu'érudits ou guerriers vieillissaient pour devenir des ombres d'hommes, leurs muscles s'amollissant, leur volonté s'effilochait. Certains tentaient de se rebeller, refusant la nourriture, déchirant leurs robes, frappant les murs de leurs poings, mais même la folie avait ses limites ici. Les eunuques regardaient, toujours silencieux, toujours proches, aucune évasion, aucune faim, et puis, parfois, un moment arrivait. Un sultan mourait sans héritier clair, et un eunuque entrait dans le cafès, porteur de mots que le prince avait depuis longtemps cessé d'attendre. « Vous allez être sultan ». Ce qui suivait n'était pas un triomphe, mais la terreur. L'homme tiré de la cage n'était pas un souverain, c'était un fantôme drapé de soie royale. Inaccoutumé à la lumière, à la parole, au pouvoir, il titubait dans la salle du trône comme une marionnette, accueilli par des courtisans qui s'inclinaient non par respect, mais par nécessité. Certains de ces hommes ne régnèrent que quelques jours. D'autres gouvernèrent avec une cruauté paranoïaque, leur esprit tordu par des décennies d'isolement. Ils ne faisaient confiance à personne,
ordonnait des exécutions sans procès, parlait par énigme ou en silence. Quelques-uns, comme le sultan Mustapha Ier, furent détrônés 2 fois, déclarés mentalement inaptes. Pourtant le cycle continuait. Le CAFES perdurait, une machine d'érosion psychologique vêtue de velours. Il symbolisait l'ordre, mais engendrait l'instabilité. Il préservait les lignées, mais détruisait les esprits. Naître prince dans l'Empire ottoman, c'était être à la fois exalté et condamné. Grandir, en sachant que le plus grand honneur pouvait aussi être une sentence à l'immobilité, au silence et à la folie finale. L'Empire croyait avoir trouvé une alternative humaine au meurtre, mais le CAFES n'était pas moins mortel. Il tuait lentement, invisiblement, laissant derrière lui des empereurs qui pouvaient à peine parler, à peine régner, à peine vivre. Derrière ses paravents en bois sculpté, le temps se dissolvait et avec lui les hommes qui auraient pu être rois. Au cœur de la pourriture du palais ne se trouvait pas seulement le système, mais les hommes qu'il couronnait. Des sultans dont le pouvoir absolu brouillait la frontière entre le droit divin et l'impulsion dérangée, transformant le cœur de l'Empire en un théâtre de l'horreur où le caprice dictait la vie et la mort. Parmi les plus tristement célèbres se trouvait le sultan Ibrahim Ier, dont on se souvient non pas pour sa gouvernance, mais pour sa folie drapée d'hermine. Né dans le CAFES et libéré en homme brisé, Ibrahim gouvernait avec un esprit sans attache, ses plaisirs virant à une cruauté si grotesque que même ses plus proches conseillers parlaient à voix basse. Dans l'un de ses épisodes les plus glaçants, il ordonna que son harem de concubines, plus de 200 femmes, soient ligotées dans des sacs de soie et jetées dans le Bosphore sur un coup de tête, leurs cris étouffés par l'eau, leur corps englouti par le courant. Leur crime? Une rumeur, un soupçon, peut être simplement son ennui. L'horreur ne s'arrêtait pas aux femmes. Les serviteurs masculins, en particulier les jeunes et les beaux, n'étaient pas épargnés par l'appétit impérial. Les archives de la cour, voilées d'euphémismes, parlent de garçons convoqués en privé dans les appartements du sultan et qui en repartaient soit défigurés, soit jamais plus. Un chroniqueur détaille le cas d'un serviteur qui osa parler sans permission et fut maintenu au-dessus de charbons ardents, sa peau brûlée jusqu'à s'arracher en lambeaux. Un autre fut déshabillé et fouetté avec des cordes trempées dans la saumure, hurlant jusqu'à perdre connaissance, puis réanimé et fouetté à nouveau, tout cela pour amuser un souverain dont l'esprit voyait la douleur comme un divertissement. Les salles de marbre du palais masquaient ces actes par le silence. Les cris ne résonnaient que brièvement avant d'être absorbés par les tentures, rejetés comme des rumeurs ou effacés par décret. Les eunuques, eux-mêmes victimes de mutilations, étaient contraints d'appliquer cette folie, traînant les garçons dans des pièces, liant les poignets, nettoyant le sang des tapis de soie, les larmes aux yeux mais l'obéissance dans les mains. Certains sultans, comme Abdulaziz, obsédés par le contrôle, prenaient des notes détaillées sur les châtiments infligés, comme un boucher enregistrant les poids. D'autres, comme Sélim III, alternaient entre écrits philosophiques et nuits de violente colère, ayant, dit-on, étouffé un musicien pour avoir joué une fausse note lors d'un récital privé. Les garçons au centre de ces moments, ceux dont les membres étaient brisés, les voix réduites au silence, les vies terminées sans raison, étaient rarement nommés. Ils n'apparaissaient dans les registres que comme un serviteur ou une erreur. Leurs parents, s'ils étaient en vie, n'ont jamais connu leur sort. Leurs tombes, si elles existaient, n'étaient pas marquées. Le palais les a dévorés tout entiers. Alors même que les minarets chantaient vers les cieux et que les poètes de la cour louaient la bienveillance du sultan, une vérité plus sombre pulsait derrière les murs, une vérité où la folie portait une couronne et le plaisir laissait des cicatrices. L'héritage de l'Empire ne s'est pas seulement écrit dans les conquêtes et les traités, mais dans les corps brisés de garçons qui n'étaient jamais censés être rappelés. Et au final, ils ne le furent pas. Au crépuscule finissant de l'Empire ottoman, alors que la vieille machinerie du pouvoir sultanique gémissait sous le poids de la modernité, émergea une figure qui incarnait ses vestiges les plus décadents et dépravés, non pas un sultan, mais une princesse. Esma Sultan, fille d'Abdulhamid Ier, drapée de soie et de noblesse, vivait dans un palais privé au bord de l'eau où les murmures s'accrochaient aux murs comme de l'encens. Derrière sa façade polie et sa grâce cérémonielle, elle orchestrait des rituels de domination qui surpassaient même les plus grotesques indulgences de ses parents masculins. Les courtisans et les serviteurs connaissaient le schéma, bien que peu osassent le dire à voix haute. Un jeune garçon, d'une beauté et d'une docilité frappantes, arrivait sous le prétexte d'un apprentissage musical ou domestique. Il était accueilli avec chaleur, vêtu de tissu fin, nourri de fruits épicés et de sorbets, puis, au coucher du soleil, conduit dans ses appartements privés
où la formalité cessait et où le spectacle commençait. Les garçons étaient ligotés, cordons de soie aux poignets, écharpes de velours sur les yeux, et soumis à des nuits de dégradation déguisées en divertissement. Esma, loin d'être folle, était méticuleuse. Elle dirigeait les serviteurs comme un chef d'orchestre, son plaisir ne provenant pas de la luxure, mais du contrôle. La façon dont un corps tressaillait sous un ordre, dont un gémissement pouvait être étouffé par de la soie, dont le pouvoir pouvait effacer jusqu'à la mémoire. Mais la véritable horreur survenait le lendemain matin, lorsque les jeux prenaient fin. Les garçons, utilisés et réduits au silence, étaient conduits dans une dernière chambre sous prétexte de repos. Là, une boisson sucrée leur était offerte, de l'eau de rose teintée d'un poison subtil, peut être de l'arsenic ou de l'opium en poudre. En quelques heures, le garçon s'affaiblissait, transpirait, convulsait. À la tombée de la nuit, il n'était plus. Pas de cris, pas de spectacle, juste le silence. Son corps était enveloppé dans du lin et transporté par le couloir des serviteurs sous d'épais voiles, puis enterré non pas dans les cimetières officiels, mais dans les jardins secrets du palais, là où le jasmin poussait dru et où la terre ne parlait jamais. Les eunuques qui l'assistaient ne refusaient jamais, ils savaient ce qu'il en coûtait. Esma jouissait d'une immunité de cour, et de plus, beaucoup d'entre eux avaient aussi été des garçons, brisés de différentes manières. Les archives officielles du palais ne mentionnent aucune disparition. Les garçons n'avaient pas de nom de famille pour s'enquérir, pas de droit pour les protéger. Dans les registres de l'Empire, ils n'avaient même jamais existé. Certains prétendaient qu'Esma gardait des souvenirs, des bagues, des mèches de cheveux, des bouts de ruban, cachés dans une boîte laquée près de son lit. D'autres croyaient qu'elle parlait à ces objets la nuit, son esprit s'effilochant à chaque rituel. Mais personne n'intervenait. Le pouvoir la protégeait, tout comme il en avait protégé tant d'autres avant elle. Et quand Esma mourut, ses crimes furent enterrés avec elle, enfermés derrière la pudeur impériale et l'amnésie historique. Pourtant, le jardin fleurissait toujours. Le palais se tenait toujours. Et les fantômes des garçons, anonymes, sans nom, persistaient dans l'air parfumé au jasmin, rappelant que la cruauté de l'Empire n'était pas seulement préservée par l'épée ou la couronne, mais par les mains parfumées de celles qui souriaient en tuant. Même dans un monde conçu pour le silence, la soumission et l'auto-effacement, la défiance trouvait sa voie, non pas dans des déclarations ou des bannières, mais dans des mains tremblantes qui refusaient de servir, dans des regards tenus trop longtemps, dans des plans chuchotés entre des lèvres meurtries après minuit. Le palais, malgré toute sa grandeur et sa surveillance, ne pouvait sceller chaque fissure. Certains garçons, brisés mais pas encore vides, imaginaient l'évasion. Quelques-uns, téméraires ou courageux, passaient à l'acte. Un de ces garçons, dont on ne se souvient que sous le nom de Mikaï dans la confession d'un eunuque des années plus tard, tenta de s'enfuir par les tunnels de la blanchisserie sous Topkapi. Il parvint jusqu'à la porte extérieure avant qu'un chien ne flaire sa piste. Ramené à moitié nu, ensanglanté, il fut exhibé devant la cour et flagellé jusqu'à ce que la peau de son dos s'arrache en lambeaux. Il fut ensuite enchaîné, contraint de ramper dans les couloirs du palais où il avait servi, avant d'être noyé dans un bassin peu profond, la tête maintenue par deux eunuques, son dernier souffle bouillonnant dans une eau cramoisie. La cour ne détourna pas le regard. C'était le but. Un autre groupe, 5 garçons à peine adolescents, complota pour empoisonner un tuteur sadique connu pour ses cruautés nocturnes. Ils broyèrent des racines amères dans son sorbet, mais il en but peu et sentit l'amertume. Leur punition fut théâtrale. Attachés ensemble, fouettés en synchronisation jusqu'à ce que leurs os soient visibles, et enfin, pendus par les poignets pendant 3 jours sans nourriture. L'un mourut. Les autres furent réaffectés aux latrines et aux fosses d'aisance. Une mort plus lente, mais non moins certaine. Dans le CAFES aussi, la résistance vacillait. Un prince confiné, après 3 décennies de silence, craqua lors de la visite cérémonielle d'un médecin de la cour. Il se jeta sur lui avec une cuillère aiguisée, hurlant des noms que personne ne se rappelait. Il fut battu jusqu'à en devenir muet, puis laissé dans une cellule sans lumière pendant 1 an. Quand la porte se rouvrit, il ne parlait plus, ne clignait plus des yeux, il ne fut plus puni. Il avait disparu à l'intérieur de lui-même, et cela suffisait. Ses actes de rébellion n'étaient pas des révolutions. Ils n'ont pas ébranlé de trône ni renversé de régime. Mais ils ont ébranlé quelque chose de plus profond, l'illusion d'un contrôle parfait. Pour chaque garçon qui craquait, un autre brûlait d'une rage silencieuse. Le palais le sentait dans la tension des têtes inclinées, dans le tremblement avant que les ordres ne soient obéis. Les eunuques en chuchotaient derrière leurs yeux. Les concubines le sentaient dans la façon dont les plateaux étaient posés plus durement que d'habitude. Ce n'était pas un mouvement,
mais un murmure, une lente érosion de l'obéissance. Le palais, dans son arrogance, s'adapta non pas par la miséricorde, mais en augmentant ses spectacles. Les empalements revinrent. Les corps étaient exposés dans les jardins pendant une journée, puis retirés avant le banquet suivant. La punition devint une performance, la terreur le mortier entre les carreaux, et pourtant, la machine grinçait. Elle dévorait, mais moins efficacement. Elle régnait, mais avec malaise. Le palais avait des fissures, des fractures capillaires dans sa perfection de marbre, et bien qu'aucun garçon ne l'eût encore fait tomber, chaque acte de défi était un murmure dans ses fondations, une promesse que même la plus dorée des prisons pourrait un jour s'effondrer sous le poids de ceux qu'elle tentait d'effacer. L'Empire ottoman, dans toute sa grandeur, ne considérait pas ces horreurs comme des aberrations mais comme des nécessités, des raffinements de gouvernance voilés dans le langage de la civilisation. La logique du palais était glaçante dans son sang-froid. Ce n'était pas de la cruauté, insistait-il, mais de la discipline. Pas de la tyrannie, mais de l'ordre. Le système du devshirm, cet impôt du sang qui arrachait les enfants à leur foyer et les remodelait en instruments de l'État, était salué comme éclairé, une échelle du mérite, l'appelait-il. Ou d'autres, arguait-il, le fils d'un berger pouvait-il devenir grand vizir? Ou d'autres, un esclave castré pouvait-il s'élever pour commander le harem royal, gérer la succession impériale et murmurer la politique à l'oreille du sultan? La cour citait ces exemples, eunuques parés de brocart, généraux nés à l'étranger menant des armées, princes sortant du CAF pour réclamer des trônes. Comme preuve que leur système fonctionnait, ils les brandissaient comme des trophées, masquant le coup avec de la soie et des cérémonies. Mais sous la surface brodée se cachait la vérité. Pour un seul qui s'élevait, 100 périssaient sans nom. Pour chaque eunuque élevé au pouvoir, des milliers se vidaient de leur sang sur le sol en pierre d'une chambre d'opération de fortune. Pour chaque prince couronné, 10 autres dépérissaient dans l'obscurité, oubliés de tous sauf des murs. La machine se justifiait par le spectacle, parade glorieuse, architecture, poésie, mais elle ne pouvait nettoyer le sang qui pavait son chemin. Les diplomates occidentaux, lorsqu'ils étaient autorisés à pénétrer dans les centres scintillants de l'Empire, notaient à la fois l'admiration et le malaise. Dans des lettres passées en contrebande à Venise, Vienne ou Paris, ils parlaient à mots couverts de garçons, transformés pour le service, de salles, résonnant d'un silence trop discipliné pour être naturel. Les chroniqueurs tournaient autour de la vérité avec des euphémismes, qualifiant les exécutions de purification, les punitions de correction, les castrations de rites préparatoires. Ceux qui parlaient franchement ne parlaient plus. Les historiens ottomans, dont beaucoup étaient directement employés par la cour, polissaient les archives avec soin, lissant les aspérités de la cruauté pour en faire des récits de devoir et de piété. Pendant ce temps, les observateurs étrangers qui faisaient des allusions trop claires aux abus étaient discrédités, accusés de calomnie, leurs écrits ensevelis sous des mythes plus commodes. Et les sujets eux-mêmes, les garçons, les eunuques, les princes en cage, étaient effacés par le système même qui en avait élevé une poignée. Personne ne leur demandait de quoi ils se souvenaient. Personne n'enregistrait ce qu'ils ressentaient. Leur absence devint une caractéristique, pas un défaut. Le silence à l'intérieur du palais n'était pas accidentel. Il était conçu. Un palais aussi grand, raisonnait-il, doit être bâti sur l'ordre. Et l'ordre, concluait-il, doit parfois être imbibé de douleur. Ainsi, l'Empire poursuivait sa marche, ses bannières hautes, son image exportée comme une sophistication, sa réalité ensevelie dans le velours et la peur. Le monde regardait les minarets percer le ciel et s'émerveillait. Peu osaient demander ce qui se cachait sous les dômes. Combien d'os, combien de meurtrissures, et les 100 garçons enterrés dans des parcelles anonymes. Les Ottomans défendaient le système parce qu'il fonctionnait, pour eux. Mais le coût de ce succès ne se mesurait pas en pièces ou en victoires, mais dans l'anéantissement silencieux de ceux qui l'avaient rendu possible et n'étaient jamais censés y survivre. Au XIXe siècle, l'Empire ottoman, autrefois le point de fer derrière des rideaux brodés, s'effilochait, fil par fil. Le monde autour de lui avait changé. Les idéaux des Lumières se propageaient à travers l'Europe comme une marée de lumière, apportant avec eux des questions que l'Empire ne pouvait plus ignorer, des questions de liberté, de personnalité, de réforme. Le devshirm, cette artère grotesque qui avait nourri le palais pendant des siècles, cessa de couler. Il n'y avait plus de marches forcées depuis les Balkans, plus de garçons de village alignés pour l'inspection, plus de mères arrachées à leurs portes pendant que leurs fils disparaissaient. La pratique fut discrètement abandonnée, non pas avec des excuses, ni même un aveu, mais avec le silence. Elle était devenue incommode, démodée, une relique de la brutalité à une époque qui exigeait la civilité.
Et pourtant, même après la fin de l'impôt du sang, ces fantômes demeuraient. Des eunuques patrouillaient encore les couloirs du palais, bien que moins nombreux et moins influents. Leurs yeux, autrefois vifs d'une vigilance forcée, étaient maintenant émoussés par la résignation. Le harem existait toujours, bien que les rires y fussent plus rares, les rivalités moins mortelles. Le CAFS n'était plus rempli de princes, mais d'échos. Des réformateurs émergèrent, des hommes de lettres et de loi qui parlaient le langage des constitutions et des parlements, leurs plumes grattant pour effacer des siècles de violence ritualisée. Ils proposaient l'éducation plutôt que l'endoctrinement, l'administration plutôt que la cruauté. Mais alors même qu'ils s'efforçaient de démanteler l'ordre ancien, ils marchaient sous des plafonds peints des visages d'empereurs qui avaient bâti cet ordre sur des os. Le palais, lui aussi, changea. Moins de processions, moins d'exécutions, moins de cris étouffés derrière des tentures de velours. Mais ces murs portaient encore le poids de la mémoire. Des serviteurs rapportaient entendre des bruits de pas là où personne ne marchait, des portes grinçant dans des ailes vides, l'odeur du jasmin persistant là où aucune fleur n'avait été placée. Ce n'étaient pas des hantises surnaturelles, elles étaient historiques. Chaque couloir avait autrefois résonné des cris d'un garçon que l'on brisait. Chaque chambre avait été témoin d'un caprice exécuté dans le sang. Maintenant, ces espaces restaient immobiles, drapés d'un silence qui ressemblait moins à la paix qu'au deuil. Des visiteurs d'Europe arrivaient, esquissant la grandeur, notant les merveilles architecturales, louant l'esthétique de l'Empire. Peu demandaient ce qui se cachait sous le marbre. Encore moins obtenaient de réponse. Le récit avait changé. La cour ottomane préférait maintenant être perçue comme éclairée, ancienne mais sage, élégante plutôt que cruelle. Et ainsi les horreurs furent enterrées, sous l'or et la soie, derrière les sourires et les salutations cérémonielles. Les eunuques qui restaient moururent discrètement, leur cimetière se remplissant de pierres qui ne portaient aucune lignée. Les garçons qui avaient autrefois rempli le palais de peur et d'obéissance forcée n'eurent ni statue, ni poème. Le système qui les a dévorés ne s'est pas terminé par une révolution, mais par une lente décomposition, oubliée par l'empire même qui l'a servi. Et pourtant le palais se tenait toujours. Ses dômes captaient encore le soleil. Ses salles retenaient encore leur souffle. Car si la machinerie de la cruauté avait cessé de fonctionner, son héritage, lui, n'avait pas disparu. Il persistait dans la poussière sur les coussins oubliés, dans les carreaux fissurés où le sang avait séché, dans le silence qu'aucune réforme ne pourrait jamais totalement effacer. L'histoire se souvient des conquêtes du sultan, des villes prises, des traités signés, de l'or qui scintillait sous les dômes impériaux. Mais elle se souvient rarement des garçons dont le dos s'est courbé sous cette splendeur, dont les langues ont été réduites au silence avant de pouvoir laisser un héritage. Ils furent pris en silence, remodelés par la douleur et rejetés sans inscription. Leurs noms, s'ils furent jamais écrits, furent remplacés par de nouveaux. Leur passé, s'il fut jamais évoqué, fut entièrement effacé. Ils furent effacés d'abord dans leur corps, castrés, noyés, battus, utilisés, puis dans la mémoire. Aucune ligne des chroniques royales ne se souvient du serviteur qui fut écorché pour avoir fait tomber un plateau, ni du page qui disparut après avoir déplu à une concubine, ni du prince qui devint fou dans le CAFES après 20 ans d'un souffle solitaire. Ce n'étaient pas des accidents de la cruauté. C'étaient des nécessités de l'Empire, le mortier même entre les pierres du palais. Il est facile de contempler les mosaïques et de s'émerveiller. Plus difficile d'entendre les cris qui résonnaient autrefois sous elles. Il est tentant de parler du génie ottoman, d'admirer l'architecture, l'administration, l'art. Mais derrière chaque turban orné de bijoux se cachait un coup. Un garçon qui apprit à sourire en saignant, un enfant qui oublia le visage de sa mère, un serviteur dont le dernier cri fut avalé par des rideaux de soie. Le système n'était pas défaillant. Il fonctionnait comme prévu. Il sélectionnait les plus vulnérables, les façonnait par l'humiliation et les transformait en instruments dociles du pouvoir. Ceux qui survivaient devenaient des exécuteurs. Ceux qui résistaient étaient éliminés. Et tous furent oubliés. Le silence qui les entoure n'est pas un simple oubli, c'est de la complicité. L'Empire assura sa survie par une performance de grandeur. Mais son scénario fut écrit dans le sang des invisibles. Les garçons n'étaient pas de simples victimes. Ils étaient la fondation. La beauté du palais de Topkapi fut bâtie sur leurs cris, sa tranquillité forgée dans leur soumission. Aujourd'hui, les touristes déambulent dans ces salles, caressant du doigt des calligraphies qui surplombaient autrefois des passages à tabac, s'arrêtant sous des lustres qui se balançaient autrefois pendant des exécutions. L'air sent la poussière et l'huile de rose. Les murs ne parlent pas, mais ils se souviennent.
Et si nous écoutons non pas les histoires officielles, non pas les monuments, mais les absences, ils commencent à nous dire ce qui était caché, que la plus grande cruauté n'est pas simplement de détruire une vie, mais d'effacer le souvenir même de son existence. Derrière chaque bijou, une blessure. Derrière chaque couronne, un cri. Et sous l'héritage de l'Empire, un cimetière de garçons qui n'était jamais censé être rappelé, mais qui mérite, maintenant, enfin, d'être vu.